Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Moi, je suis Marco De Biasio, Product Manager de C-Engineer, et aujourd'hui, dans ce webinaire, on va parler d'analyse sismique et en général d'analyse dynamique dans C-Engineer version 24. On démarre tout de suite en regardant les sujets qu'on va aborder. Donc, dans ce webinaire, rapidement, je vais vous parler de l'analyse modale, donc l'analyse qui sert pour extraire les fréquences et les modes propres de vibration de la structure. On va parler de la méthode condensée pour l'analyse modale, la méthode IRS, et on va voir comment on peut intelligemment utiliser les modificateurs de propriétés pendant un calcul dynamique. Ensuite, on va mentionner comment mettre en place un calcul sismique par méthode du spectre de réponse. Et finalement, je vais vous montrer quelques astuces pour utiliser les résultats par étage et l'élément d'intégration. Donc, démarrons tout de suite avec l'analyse modale. Comme je viens de dire, l'analyse modale, c'est une analyse qui permet d'extraire des caractéristiques naturelles du comportement dynamique de la structure, que sont les fréquences et les modes de vibration. Et c'est une analyse fondamentale aussi pour les calculs sismiques parce que la méthode du spectre de réponse, qu'on va voir dans quelques minutes, trouve ses fondations sur les calculs modales. Alors, passons tout de suite directement dans le logiciel C-Engineer pour voir l'analyse modale, comment la mettre en place. Pour cela, j'ai préparé un modèle, que c'est celui-là que vous voyez à l'écran, donc un bâtiment multi-étages. Il est composé de la façon suivante, donc vous voyez, il y a 5 étages hors sol, et après il y a des étages sous-sol, donc ça peut être un parking sous-sol. Et voilà, c'est un bâtiment typique, donc on va utiliser celui-là pour, au long de tous les webinaires pour illustrer les fonctionnalités que j'ai mentionnées. Alors, d'abord, si je veux faire un calcul dynamique, ça peut être modal, un calcul sismique, etc., la première chose que je dois faire, c'est d'activer les fonctionnalités, donc dans les paramètres du projet. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? C'est de rentrer les masses de la structure parce que, comme vous savez, la différence entre un calcul statique et un calcul dynamique, c'est que dans un calcul dynamique, il y a la composante qui multiplie la masse par fois l'accélération dans l'équation d'équilibre. Donc, allons activer les fonctionnalités dans le menu du paramètre du projet. Donc, j'active le calcul dynamique et calcul modal il est déjà là. J'active aussi le calcul sismique spectral pour la suivi du webinaire. Alors maintenant, je peux rentrer les masses. Pour faire ça, il y a des options dans les options de chargement. Donc, il y a groupe de masse et combinaison de groupes de masse. Dans l'option groupe de masse, je peux créer comme dit les noms, donc des groupes de masse que je vais exploiter dans les calculs dynamiques. Vous voyez que par défaut, un groupe de masse lié au cas de charge du poids propre, ça se crée automatiquement. Après, moi je peux rentrer de nouveaux groupes de masse qui soient ou pas associés à d'autres cas de charge. Par exemple, là j'ai déjà créé dans ce modèle des cas de charge permanents et des cas de charge variables. Moi je peux automatiquement transformer ces cas de charge en masse. Donc juste en liant le groupe de masse au cas de charge. Donc je fais ça pour les charges permanentes. Et je fais la même chose pour les charges variables. C'est aussi très utile de cocher cette case, mise à jour automatique de la masse. Comme ça, au cas où je fais quelques changements dans la structure, la masse ou donc dans les chargements, la masse associée à ces cas de charge va être automatiquement mise à jour dans le groupe de charges. Je pourrais aussi rajouter des charges à la main. Pour faire ça, ça suffit de faire un nouveau groupe de masse et ne pas lié au cas de charge. Donc, je fais non. Et une fois fait ça, si je fais fermer, là, dans les Master Entity Selector, je peux sélectionner l'option masse. Et là, je retrouve mes groupes de masse que je viens de créer. Et donc, je peux aller, par exemple, dans les groupes de masse vides que je viens de créer à la main et ajouter à l'intérieur de ça des masses qui peuvent être en nœud, sur un élément en deux, des masses surfaciques, etc. Donc, je vais les mettre à la main. Je ne le ferai pas dans ce webinaire, mais sachez qu'il y a cette possibilité.
Donc, une fois que vous avez créé le groupe de masse, il faut créer une combinaison de groupes de masse. Dans cette combinaison, vous allez dire en effet au logiciel quelle masse vous voulez effectivement utiliser pendant les calculs. Parce que le fait de les créer, ça ne veut pas dire que vous voulez forcément les utiliser dans tous vos calculs. Donc, je pourrais créer une combinaison de groupes de masse juste avec Mg1 et Mg2, si je veux, et de créer un autre avec Mg3 et Mg4. Ou simplement, pour notre exemple, je vais créer voilà, cette combinaison avec Mg1, Mg2 et Mg3. Donc, les masses associées au poids propre, aux charges permanentes et aux charges variables. Il y a aussi la possibilité carrément de mettre un coefficient sur les valeurs de la masse pour faire des opérations d'échelle sur la masse. Notamment, l'Eurocode suggère de mettre un facteur de réduction sur les masses qui viennent des charges variables. Donc là, je vais mettre un facteur de 0,3, mais regardez bien dans les tables Eurocode, sur la base de votre type de bâtiment, quel type de facteur il faut utiliser. Une fois fait ça, je peux lancer les calculs de type modal. Pour faire ça, simplement, comme vous savez, je vais dans les options de calcul, je coche la case fréquence propre. C'est toujours une bonne méthode de faire un maillage un peu plus fin pour les calculs de type dynamique. Donc, pour les éléments de type filaire, mettre au moins 5 éléments finis. Donc, je mets 100 ici. Après, vous avez aussi d'autres options que ce n'est pas forcément nécessaire d'aller regarder, mais je vous montre. Donc, la typologie des solveurs utilisée pour les calculs de type modal, celui-là qu'il y a la par défaut, c'est très bien. La même chose pour la matrice, la typologie des matrices de masse modale utilisée. Et surtout, peut-être vous allez changer parfois le nombre de modes propres demandés. Par défaut, là, il y a 10. Et surtout, si vous voulez utiliser ou pas la méthode IRS que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc là, pour moi, c'est bon. Je fais calculer. Donc là, j'ai choisi juste une combinaison de groupes de masse à calculer. Donc vous voyez, il va me faire un seul calcul modal. Si j'ai spécifié plusieurs combinaisons de groupes de masse, donc je me les faisais un après l'autre tous. Alors là, le calcul a été fait. Alors déjà, quelle typologie de résultats je peux avoir pour ce genre de calcul? Comme on vient de dire, on aura les valeurs de fréquences propres et les modes propres, donc les déformés associés à ces fréquences propres. Je peux par exemple aller dans le menu résultats, déformation, et aller choisir dans les combinaisons de masse ici les résultats relatifs au mode propre que je viens de calculer. Là, vous voyez, je n'ai demandé de calculer 10, donc j'ai 10 résultats. Chacun de ces 10 résultats représente une valeur de fréquence. Donc là, il y a 1.17 Hz, 1.95 Hz, etc. Et pour chacun de ces valeurs de fréquence, donc, il y a un mode de vibration associé. Donc là, vous voyez la déformée associée. Et vous pouvez aussi l'animer pour comprendre mieux comment cette déformation elle est faite. Donc là, si je vais dans la fenêtre d'animation, donc que je peux redimensionner comme je veux, je vais cliquer ici sur démarrer. Vous voyez, là, vous allez regarder, comprendre un peu comment il bouge le bâtiment dans ce cas dans la direction Y. Je peux faire la même chose aussi pour l'autre, si je veux. Donc, je fais animation. Voilà, je dois régénérer d'abord, clairement. Et voilà, là j'ai les résultats, donc les déplacements, les modes propres de déplacement pour l'autre direction. Voilà. Donc, déformé modal, mais aussi valeur de fréquence et autres résultats qui peuvent être très utiles, vous les allez retrouver dans les protocoles de calcul. Ici, si je clique et je sélectionne l'option fréquence propre, je fais régénérer. Vous avez les détails donc du calcul modal. Vous voyez, j'ai demandé 10 modes comme résultat. Donc, si je demandais 50, j'aurai 50 lignes. Et pour chacun de ces 10 modes, vous avez la fréquence, donc les périodes associées, et surtout les valeurs des pourcentages de masse que chacun des modes mobilise. Donc là, vous voyez les premiers modes, la première ligne, il y a presque 55% de la masse totale du bâtiment qu'elle est mobilisée en direction Y. Et pour les deuxième mode, il mobilise 54% de la masse du bâtiment en direction X, etc. Dans la dernière ligne, il vous fait le cumul. Donc, il vous dit que pour ces 10 modes, avec ces 10 modes, vous avez mobilisé presque 56% de la masse en direction X et presque 70% en direction Y. Et vous êtes en revanche à presque
90% en direction verticale. Maintenant, comme vous savez, si vous voulez faire un calcul de type sismique, donc par méthode de spectre de réponse, le record vous demande d'avoir au moins 90% des masses du bâtiment mobilisé. Alors, si vous voulez faire ça, comment faire? Il y a plusieurs méthodes. Alors, la méthode la plus simple à utiliser, c'est de demander plus de modes. Donc, plus de modes vous demandez, et plus vous vous rapprochez à ces 90%. Donc, là, on a demandé 10. Peut-être si on a demandé 50, 100, 200, 500, tôt ou tard, je vais arriver à ces 90%. Ça, c'est une méthode un peu brutale, hein, donc parfois la computation elle est plus lourde. Il y a aussi des méthodes un peu plus intelligentes qu'on peut utiliser. Alors, une de ces méthodes, c'est la méthode IRS. Donc, c'est quoi la méthode IRS? Donc, je reviens sur le PowerPoint pour vous décrire cela. En fait, la méthode IRS, c'est une méthode qui réduit les modèles que vous avez créés à un modèle de type brochette, qui est caractérisé donc par des degrés de liberté qui sont beaucoup moindres vis-à-vis du maillage d'origine. Et l'avantage de ça, c'est que vous allez éliminer les modes locaux de vibration, clairement parce que moins de degrés de liberté vous avez, moins de modes de vibration vous avez. Et ça vous favorise donc une meilleure convergence vers la masse modale demandée, la quantité de masse modale demandée, et aussi des temps de calcul réduits, parce que moins de degrés de liberté vous avez, plus rapide il est le calcul. Alors pour mettre en place cette méthode, simplement il faut définir les étages dans le bâtiment et activer la fonctionnalité d'IRS. Et donc, juste pour savoir comment cela ça marche, donc vous faites votre structure comme d'habitude, donc comme vous pouvez voir ici dans cette image. Donc, vous définissez les étages. Et ensuite, quand le logiciel va faire les calculs, il va les faire sur ces modèles brochettes. Il va faire le logiciel tout seul. Donc, il les calcule lui. Il fait les calculs modaux sur cette brochette. Et ensuite, automatiquement, il va projeter les résultats qu'il obtient sur ces calculs sur le maillage initial. Donc, il n'y a aucune perte de détails des résultats. Clairement, vous voyez que la réduction du modèle est drastique. Donc, ici, dans cet exemple, vous passez de 15 000 degrés de liberté à 24 degrés de liberté. Donc, vous avez un modèle 600 fois plus petit. Donc, vous pouvez imaginer, donc, les calculs sont beaucoup plus rapides. Alors, on va voir comment les mettre en place tout de suite sur le modèle que je suis en train de vous montrer ici. Donc, pour mettre en place un calcul avec la méthode IRS, comme je viens de dire, la première chose à faire, c'est de définir les étages. Pourquoi faire ça? Parce que, en effet, à chaque niveau d'étage, le logiciel automatiquement va créer un nœud du modèle réduit, donc du modèle brochette. Dans ce modèle, donc dans ce projet, moi j'avais déjà créé les étages. Et pour les gens, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas comment le faire, c'est très simple. Pour introduire des étages, simplement vous allez chercher la commande, donc étage. Et là, il y a un menu pour rentrer en effet les niveaux des étages. C'est très intuitif, très simple. Donc voilà, là je peux les modifier parce que je l'ai déjà créé. Mais voilà, ça c'est la fenêtre pour les insérer. Et une fois que les étages sont insérés, simplement, il faut activer la fonctionnalité. Donc, ça veut dire que quand je vais calculer les fréquences propres, dans les options du solveur, je dois cocher la case « Utiliser le modèle condensé IRS ». Et c'est tout. Donc là, je fais calculer. Et cette fois, il va calculer les calculs modaux, mais sur les modèles brochettes, donc les modèles réduits. Vous voyez, le calcul est beaucoup plus rapide. Maintenant, donc, si je vais voir les résultats, j'aurai des changements. Alors, je ne m'attends pas à des changements drastiques sur ce modèle parce que pour comme il est fait, il y a déjà très peu de modes locaux. Donc, comme vous voyez ici, tout de suite, hein, donc les chiffres sont tous là devant en termes de masse cumulée. Vous voyez, maintenant on est 61% ici en direction Y, on a presque 56% en direction X. La différence est très petite vis-à-vis d'avant, mais il y a une différence. Et surtout, vous pouvez voir que les valeurs de fréquence sont les mêmes, hein, donc les fréquences propres qui sont trouvées. Donc, il n'y a aucune perte de détails vis-à-vis des résultats que vous avez avec une méthode classique. Hein. Donc, là, je vais afficher à nouveau la déformée pour le premier mode.
Vous voyez, c'est exactement la même qu'avant. Aussi, ça a été calculé sur un modèle brochette. Il n'y a aucune perte de détails. Donc, aussi, l'animation, vous l'avez. Comme vous aurez tous les autres résultats. Mais à nouveau, les calculs, ça a été d'un côté beaucoup plus rapide et dans beaucoup de cas, donc ce n'est pas le cas pour l'exemple que je vous ai montré ici et pour les raisons que je vais vous expliquer dans quelques instants, mais dans beaucoup de cas, vous aurez que vous allez éliminer les modules locaux, donc vous aurez une convergence plus rapide avec vers des valeurs de masse modale élevées. Alors, dans ces cas, où il n'y a pas eu cette augmentation drastique, pourquoi? Parce qu'en effet, si je reviens sur le protocole de calcul, vous voyez, on a environ 30% de masse modale en direction Y et environ, disons, 50% en direction X qu'on n'arrive pas à mobiliser avec ce modèle. Et quelle est la raison? Là, je pourrais demander beaucoup de modes. Dans ces modèles particuliers, je n'arriverai jamais à monter vers les 90% de masse. Pourquoi? C'est parce que là, j'ai beaucoup de masse qui ne peut pas bouger, en effet. Parce qu'elle est associée à ces étages ici qui sont enterrés, sur lesquels, en effet, il y a des appuis surfaciques. Donc, c'est de la masse qu'elle est là, mais ne peut pas bouger. Donc, les calculs dynamiques ne peuvent pas la mobiliser. Et donc, quand vous allez faire le décompte de la masse mobilisée, vous n'aurez jamais cette partie-là. Donc, ce sera impossible d'arriver à 90% comme pour les modèles comme il est maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Dans ce cas, une chose intelligente qu'on pourrait faire, c'est d'utiliser les modificateurs de propriétés pour enlever la masse des éléments ici enterrés, donc qui ne vont pas rentrer dans les calculs dynamiques, afin de les enlever du décompte de la pourcentage de masse modale. Alors, comment faire cela? Donc, comment mettre des modificateurs de propriétés? Je vous montre tout de suite. Alors, d'abord, il faut s'assurer que la fonctionnalité est activée dans le menu des paramètres du projet. Donc, fonctionnalité, modificateur de propriétés, coché, c'est bien. Et ensuite, je le trouve ici. Donc, vous avez les modificateurs de propriétés pour les éléments surfaciques et les modificateurs de propriétés pour les éléments filaires. Je vais utiliser celui-là sur les éléments surfaciques. Là, vous avez aussi la possibilité clairement de mettre des coefficients de modification de rigidité. Pour un calcul sismique, par exemple, vous pouvez mettre, et le code en effet, il vous dit de le faire, vous pouvez mettre des réductions de rigidité sur les éléments en béton armé. Moi, je vais pas faire ça dans cet exemple, mais sachez que là, vous avez cette possibilité. Mais au-delà de ça, je disais, là, on va utiliser les modificateurs de propriété pour enlever de la masse des éléments. Donc, je vais mettre un facteur de correction égal à 0. Donc, multiplier par 0 la masse des éléments que je vais sélectionner. Je fais OK. Et après, je vais sélectionner les éléments qu'il me faut. Donc, sont ces éléments ici. Et ainsi que cette dalle. Voilà. Là, maintenant, j'ai enlevé la masse de ces éléments. C'est tout, c'est fait. Donc là, si je vais calculer maintenant mes 10 fréquences propres comme tout à l'heure, je devrais avoir des résultats différents parce que le calcul, maintenant, il va ignorer la masse de ces éléments. Masse que, je répète, on ne peut pas mobiliser. Donc, si je vais à nouveau dans le protocole de calcul, donc protocole de calcul pour les fréquences propres, je fais régénérer. Vous voyez que là, je suis maintenant à pratiquement presque 100% de la masse mobilisée avec mes 10 modes en direction X et en direction Y. Donc, vous voyez parfois comme une utilisation intelligente, donc une modélisation, je dirais, intelligente peut vous apporter beaucoup d'avantages sans avoir besoin de calculer des centaines de modes propres. Chose qui, quand même, parfois ça peut être nécessaire, ça dépend beaucoup de la typologie de structure. Parfait. Donc, dit ça, continuons avec notre PowerPoint. Alors, méthode de condensation, on a parlé. Modificateur de propriétés, on a parlé. Passons maintenant à la méthode de calcul sismique par méthode du spectre de réponse. Alors, comme vous savez, la méthode du spectre de réponse, c'est une typologie de calcul sismique
que ça peut être appliqué à tout type de bâtiment. Donc, elle n'a pas, comme la méthode de force latérale équivalente, des limitations en termes de régularité, hauteur du bâtiment, etc. Seule préconisation donc, pour l'utilisation de cette méthode, c'est que, en effet, la réponse de tous les modes de vibration qui vont contribuer d'une façon significative à la réponse globale de la structure doit être prise en compte. Et ça, l'Eurocode, aussi d'autres normatives, traduisent en disant que la somme des masses modales effectives pour les modes pris en compte pour la superposition modale doit être au moins égale à 90% de la masse totale de la structure. On peut la dire aussi d'autres façons en disant que tous les modes de vibration qui ont au moins 5% de la masse totale doivent être pris en compte. Souvent, on fait foi à la première formulation. Alors, comment mettre en place la méthode du spectre de réponse dans C-Engineer? On passe tout de suite au modèle pour illustrer celui-là. Alors, comme d'habitude, il faut s'assurer que la fonctionnalité elle est activée dans le menu du paramètre de projet. Donc ça, on l'a fait tout à l'heure, donc c'est bien. Ensuite, il faut clairement créer les masses dans la structure. Ça aussi, on a fait. Et après, il faut simplement définir des cas de charge de type sismique. Donc là, je vais dans mes cas de charge et je fais un nouveau cas de charge. Je clique donc sur nouveau. Je l'appelle par exemple EX pour dire que c'est un sisme en version X. Catégorie variable, typologie, dynamique, spécification sisme. Alors, j'avais déjà créé un spectre de réponse, donc là, il a déjà pris spectre de réponse horizontale, SH, je l'ai appelé, mais si vous ne l'avez pas, parce que par défaut, quand vous démarrez un projet, il n'y a pas, donc vous cliquez sur les trois petits points à côté, et si vous faites clic à nouveau, il y a donc un outil ici pour rentrer tout type de, pas tout type, mais beaucoup de types de spectres de réponse associés à des normatives. Par exemple, pour l'Eurocode, vous allez dans paramètres, vous avez les paramètres de l'Eurocode pour spécifier vos spectres de réponse. Au cas où vous faites des calculs pour des spectres de réponse qui ne sont pas normalisés dans l'Eurocode ou d'autres choses, vous pouvez simplement faire CTRL-C, CTRL-V et les copier-coller depuis un tableau Excel dans cette table ici. Donc là, j'ai fait annuler. OK, on va utiliser ce spectre-là. Alors, quels sont les paramètres qu'il faut spécifier pour faire un calcul spectral dans SIA? Alors, tout de suite, la direction du sisme. Là, vous voyez, vous avez le choix entre les trois axes, donc direction X, Y et Z. Mais ensuite, si vous vous mettez dans le cas général, vous pouvez spécifier un sisme dans n'importe quelle direction et avec n'importe quelle orientation dans l'espace. Et aussi, si vous sélectionnez une direction des trois axes globales, vous aurez aussi la possibilité de donner une rotation à ce sisme, donc pour dire qu'il est incliné vis-à-vis de, je sais pas, 45, 50 degrés ou autre vis-à-vis de l'axe que vous avez défini. Donc, dans C-Engineer, vous pouvez définir une action sismique dans n'importe quelle direction dans l'espace. Vous pouvez aussi, si vous voulez activer la méthode de force latérale équivalente, on ne va pas parler de ça dans ce webinaire, c'est une méthode simplifiée, donc c'est tout vraiment beaucoup utilisé dans la pratique, c'était utilisé beaucoup il y a 30-40 ans quand les machines n'étaient pas, les logiciels aussi n'étaient pas si puissants comme aujourd'hui. Vous pouvez spécifier aussi, si vous voulez, une excentricité accidentelle, donc dire qu'il y a de la possibilité que la masse ne respecte pas vraiment les plans de votre structure pour des défauts de fabrication ou d'autres. Donc ça aussi c'est normé par la normative. On ne va pas rentrer dans les détails de ça. Je répète, ça c'est vraiment un webinaire rapide. Pour avoir tous les détails de ça, je vous envoie vers des formations spécifiques sur le calcul sismique de C-Engineer. Et pour le reste, il faut spécifier le type de superposition modale qu'on veut utiliser. Donc il y a trois choix, SRSS, MAX et CQC. Pour la CQC, vous pouvez définir une valeur d'amortissement. Là, par défaut, il y a 5%. C'est bien. Aussi, vous avez la possibilité de mettre des filtres sur les modes que vous voulez utiliser dans la superposition modale. Il y a des options donc pour mettre des filtres sur la masse totale que vous allez utiliser ou sur la masse
minimale du mode que vous allez utiliser. Vous pouvez utiliser ces deux filtres ensemble ou seulement un ou seulement l'autre. Donc, vous avez le choix. Les premières, ça se sert à dire, OK, je vais mobiliser au moins 90% de la masse modale. Donc, on va utiliser tous les modes que tu as calculés jusqu'à arriver à 90%. Après, on n'utilise plus d'autres modes. Ça, c'est une option. Le deuxième, il me dit, OK, si je mets 5% ici, mais je pourrais mettre 3 ou autre chiffre, il dit qu'il va utiliser dans la superposition modale tous les modes qui ont un minimum 3% dans ce cas de la masse modale mobilisée. Il y a aussi la possibilité de calculer en prenant compte du mode résiduel. Donc, ça c'est vraiment l'arme ultime à utiliser quand vous n'arrivez pas à mobiliser donc une quantité de masse suffisante, donc vous n'arrivez pas à approcher à 90%. Le mode résiduel donc va mobiliser toute la masse qui est associée à un mode rigide du bâtiment, et donc c'est la masse que vraiment vous pouvez jamais arriver à mobiliser avec un calcul standard. Et finalement, il y a la possibilité d'utiliser les modes dominants pour la signature des résultats. Je vais vous spécifier ça, donc dire quelques mots en plus sur ça dans quelques minutes, mais sachez, je vous conseille de toujours activer cette fonctionnalité. En plus, c'est une fonctionnalité qui a été revue dans CEngineer 24, donc maintenant, les choix du mode dominant, ça se fait toujours automatiquement. Donc c'est extrêmement facile à utiliser et ça va vous éviter beaucoup d'erreurs en termes d'exploitation des résultats, comme je vais vous dire dans quelques instants. Donc, dit ça, on a paramétré les sismes en direction X. Si je voudrais faire les mêmes sismes horizontaux en direction Y, il me faut juste faire un CTRL-C, CTRL-V de ces cas de charge. Je peux les renommer, par exemple, Y, sisme Y. Voilà. Et je vais changer la direction d'application, OK, et c'est tout. Alors, clairement, vous pourrez après ensuite créer des combinaisons de charges sismiques selon l'Eurocode, etc. Donc, tout ça, vous pouvez faire dans le menu de combinaisons. Et là, je vais simplement lancer ces calculs. Donc, je calcule l'analyse linéaire, calculer. Analyse linéaire parce que la méthode du spectre de réponse, c'est une méthode linéaire par définition. Il a besoin du calcul des fréquences propres, donc il a automatiquement fait aussi, je ne l'ai pas coché dans le menu du serveur. Et là, vous voyez, il m'a calculé des cas de charge sismique ici, que j'ai spécifié. Donc, je fais fermer. Et maintenant, j'ai les résultats pour ces cas de charge sismique, exactement comme j'ai les résultats pour tout autre type de cas de charge statique standard. Donc, par exemple, je pourrais aller regarder à nouveau les déformations vis-à-vis du sisme en direction X, si je vais. Donc, sur toute la structure, régénérer. Et voilà, j'ai mes déformations, même pour le sisme en direction Y, régénérer. Donc, clairement, c'est vis-à-vis de l'autre direction, Y. Et voilà, comme ça j'aurai tous mes résultats que je peux combiner comme d'habitude. Donc pour l'extrapolation des résultats, après pour l'exploitation des résultats, c'est exactement comme tout autre type de cas de charge. Parfait, donc continuons parce que je vais vous dire donc quelques mots en plus sur la signature des résultats. C'est quelque chose de très important, c'est souvent source d'erreur. Alors, c'est quoi la signature des résultats? La méthode du spectre de réponse, par définition, utilise pour assembler les résultats qui viennent de chacun des modes propres de vibration de la structure une superposition, donc des réponses de chacun des modes. Maintenant, les formules qui sont utilisées pour cette superposition ont toujours la même forme. Donc, c'est une racine carrée d'un terme au carré. Ça veut dire que le résultat est toujours positif. Donc, ça veut dire que par définition, la méthode du spectre de réponse donne toujours des résultats positifs. Donc, vous n'aurez plus de distinction entre des éléments en traction, des éléments en compression, une réaction de traction, une réaction de compression. Les résultats seront par défaut toujours positifs si vous ne signez pas les résultats. La signature, ça consiste en effet à ça, à dire, OK, moi j'ai mes résultats qui sont toujours positifs et ils sortent du calcul de superposition, mais moi je peux utiliser la forme de déformation du mode dominant, donc le mode qui mobilise la plupart de la masse modale dans la direction d'action du sisme, pour donner un signe au résultat que j'ai obtenu de la superposition.
Et donc, ça, c'est la procédure de signature qui, si maintenant à partir de la version 24, est fait automatiquement si vous cochez la case signature des résultats dans le menu des cas de charge sismique. Et juste pour vous faire un exemple, dans un cas dans lequel vous ne signez pas les résultats et vous signez les résultats, donc là c'est la base d'un bâtiment, donc dans lequel il a été chargé seulement avec une action sismique horizontale, il n'y a aucun chargement vertical dans ce résultat-là, donc dans ce cas de charge. Et vous voyez, si vous ne signez pas les résultats, vous avez des réactions qui ont tous les mêmes signes, donc vous ne respectez plus l'équilibre ici. Hein. Pareil, hein, pour les efforts internes, vous aurez un seul signe d'effort interne, donc des résultats fondamentalement faux. Si vous, en revanche, vous signez vis-à-vis du mode dominant, les résultats seront corrects. Donc ici, vous aurez équilibre entre les forces de traction et les forces de compression, et la résultante sera 0, parce que dans ce cas de charge-là, vous n'avez pas de charge appliquée verticale, donc la résultante doit être forcément 0. Voilà. Et donc ça, c'est pour la méthode du spectre de réponse. Et pour terminer, je voudrais vous dire quelques mots sur des outils qui sont les résultats par étage et l'élément d'intégration qui peuvent être utilisés pour tout type de cas de charge, en effet, pas seulement pour les cas de charge sismiques, mais qui peuvent être très intéressants, surtout quand vous faites des analyses des bâtiments ou des ouvrages d'art, mais en général pour tout type de structure, ça peut être intéressant. Clairement, les résultats par étage, c'est intéressant pour les bâtiments. L'élément d'intégration, ça peut être utilisé pour les bâtiments, c'est très utilisé aussi pour les ouvrages d'art, etc. Alors, je vous montre ça, je reviens sur SIA. Ok. Alors, en ce qui concerne les résultats par étage, donc j'efface ça, c'est quoi? Il y a deux typologies de résultats par étage. Il y a les résultats d'ensemble et les résultats détaillés. Les résultats d'ensemble vous donnent en effet un aperçu des données qui sont utilisées dans les calculs dynamiques. Donc là, par exemple, si je fais régénérer, vous voyez, vous avez là la masse qui est associée à chacun des étages dans mon modèle brochette IRS que je viens d'utiliser. Donc vous voyez là, par exemple, c'est 0 parce que j'ai enlevé la masse à ce niveau-là. Et aussi, vous aurez la position de cette masse, donc les centres de gravité essentiellement des étages. Mais quelque chose de vraiment intéressant, c'est plutôt les résultats de type détaillé, parce que là, avec ces résultats-là, vous pouvez avoir pour tout type de cas de charge, de nouveau, pas seulement les cas de charge sismique, les résultats qui transitent dans chaque étage par élément ou dans l'étage dans sa globalité, à tout niveau que vous voulez, donc à un haut de l'étage, en bas de l'étage, au milieu ou en cote personnalisée. Donc là, par exemple, je pourrais me mettre au milieu de l'étage et demander pour les cas de charge poids propre, dans ce cas-là, d'avoir la force résultante par élément. Donc je peux demander ça pour tous les étages ou pour un étage spécifié. Donc là, par exemple, je vais dire, OK, pour tous les étages, je vais ça. Je fais régénérer. Et je peux dire, OK, je vais une valeur par élément. Et donc là, pour chaque élément, donc chaque voile et chaque poteau, dans ce cas de ma structure, moi j'ai la force qui agit au milieu de chaque étage. Je pourrais dire en bas, par exemple, elle me donne la force en bas. Et voilà, je peux avoir la même chose en tableau, en prévisualisation, etc. Mais la chose aussi intéressante, c'est que je peux avoir aussi ça, pas forcément par élément, mais par étage. Donc, je peux dire, OK, je sais la valeur globale de la force qui transite dans chaque étage, donc en direction verticale, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose de très utile quand je vais considérer le cas de charge sismique, parce que ça peut être vraiment intéressant de savoir la force que chaque étage va reprendre dans sa globalité. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être utile, surtout quand on veut faire des comparaisons avec des calculs à la main, et voilà, vous avez tous ces détails ici. Vous avez déjà remarqué, donc faites attention à ça, que quand vous demandez la force résultante par étage ou les efforts internes sur chaque élément, en effet, les repères, il n'est pas les mêmes. Hein, donc les repères, ils changent, donc vous devez changer
la composante à visualiser. Vous voyez, quand je suis en effort interne, je suis vis-à-vis du repère en effet principal. Quand je suis en modalité force résultante, je suis vis-à-vis du repère global. C'est pour ça que j'ai changé de valeur avant quand j'ai basculé dans l'autre pour avoir la même composante. Donc ça, c'est pour le résultat par étage. Et enfin, l'élément d'intégration, c'est quelque chose de très intéressant. Je peux vous montrer ça, par exemple, sur le cœur ici central en béton armé de ce bâtiment. Je vais l'isoler pour avoir un peu une vue un peu plus claire. Donc, je sélectionne ça et je masque tout le reste qui n'est pas sélectionné. Donc, ça, c'est mon corps central. Je peux le mettre aussi en transparence. Alors, l'élément d'intégration, c'est un élément que ça vous permet d'intégrer les contraintes qui sont dans vos éléments surfaciques afin d'obtenir en effet un résultat qui c'est de type théorie des poutres. Alors, comment ça marche ça? Alors, il faut d'abord définir l'élément d'intégration. Donc, je le retrouve dans les options des résultats. Donc, vous avez les bandes d'intégration et l'élément d'intégration. C'est de ça qu'on parle maintenant. Donc, je clique. Vous avez plusieurs formes d'éléments disponibles. Donc, rectangle, cercle, ellipse, carré, etc. Je vais prendre un rectangle. Je vais le faire du bas vers le haut, ici. Donc, vous avez cette transparence verte qui vous donne ici le volume d'intégration. Donc, il va intégrer tout ce qu'il y a à l'intérieur du volume. Donc, si je veux les résultats sur le cœur, il faut que je grandisse ce volume. Donc, là, je peux faire 6,5 mètres. Non, ce sera plutôt l'autre côté. Donc, 6,5 et 6,5. Voilà, l'autre côté. Là, je peux faire 0,5 et je lui dis, ok, je vais, disons, 50 sections sur mon volume. À quoi ça sert ça? Maintenant qu'on l'a défini. Alors, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez avoir des résultats sur ces cœurs centrales, disons, vous voulez savoir l'effort de cisaillement. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez dire, ok, alors, ce sont des éléments surfaciques, donc je vais dans mes efforts internes de 2, et je dis, ok, vis-à-vis du sisme X, je vais l'effort de cisaillement Vx. Ok. Et je fais régénérer, vous avez cette carte couleur. Les résultats qui sont là sont corrects, mais ils ne sont pas vraiment exploitables pour un calcul, une vérification à la main, etc. Avec le volume d'intégration, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est que vous pouvez avoir les résultats comme s'il s'agissait d'une poutre. Donc, vous allez dans un effort interne en D, vous dites, OK, je veux les résultats pour l'élément d'intégration. Et là, je vais dire, OK, pour celui-là, je vais le sélectionner. Je dis, je veux les résultats vis-à-vis du sisme X. Et je vais, par exemple, les valeurs sur chaque section. Et je vais, par exemple, les cisaillements. Je fais OK. Et moi, j'ai les cisaillements là comme s'il s'agissait d'une poutre. Je peux avoir la même chose pour l'effort normal. Ou je peux avoir la même chose pour le moment fléchissant. Donc, ce sont des résultats très interprétables qui sont beaucoup plus clairs à utiliser. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez utiliser là, c'est un cas dans un bâtiment pour un sisme, mais vous pouvez utiliser pour tout type de cas de charge, pour tout type de structure, et c'est quelque chose qui peut vous aider beaucoup dans votre travail. Ok, avec ça, j'ai terminé les sujets que je voulais vous montrer. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat, pas beaucoup, mais quelqu'un il y a. Je vais vous répondre plus tard par email parce que là, le temps à notre disposition, il est pratiquement terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. J'espère que vous allez apprécier les sujets décrits dans ces webinaires et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir tout le monde.